Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur la télévision. Bon ferreil à tout seigneur, tout honneur. Retenez que le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance poursuit sa série de présentations et de vulgarisation des grands projets du président de la République. Aujourd'hui, vous suivrez les réalisations importantes faites dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la Nigélec. Nous allons suivre un extrait avant de retrouver le film en partie magazine en toute intégralité. C'est un fait connu de tous. La fourniture de l'énergie électrique est un élément fondamental dans le fonctionnement de toute économie. Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, l'énergie constitue le moteur même du développement. Malheureusement, notre pays présente l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas de la sous-région. Ces taux étaient d'environ 10% en 2010-2011, ce qui bien évidemment ne manquait pas d'affecter le dynamisme de son économie. C'est conscient de cela que le programme de la Renaissance, dès sa première mise en œuvre, lui a consacré une place de premier choix dans l'ordonnancement de ses priorités. À sa première mise en œuvre avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou en 2011, le programme de la Renaissance du Niger Acte 1 s'était fixé pour objectif l'amélioration conséquente de la qualité de la fourniture de l'énergie électrique. Voilà, vous allez donc retrouver l'intégralité de ce film en partie magazine de cette édition. Cela dit, c'est officiel. Le Niger nationalise la gestion et la vente de l'eau potable avec la création de la Nigérienne des eaux. L'annonce a été faite jeudi dernier en Conseil des ministres. Elle remplace ainsi la société d'exploitation des eaux du Niger SEN. Elle confirme ainsi la... Suivons donc ce reportage signé Balima Bourema. Par ce décret pris en Conseil des ministres de ce jeudi 12 janvier 2023, le gouvernement confirme sa volonté de nationaliser le traitement et la vente de l'eau potable au Niger. La Nigérienne de l'eau va prendre le relais de la Société d'exploitation des eaux du Niger, dont le contrat d'affermage est arrivé à terme depuis quelques mois et dont le gouvernement a décidé en novembre dernier de ne plus le renouveler. Selon le communiqué du Conseil des ministres, la gestion de l'eau va tomber désormais dans la politique du contrôle des entreprises publiques. Le présent projet de décret a pour objet de créer une société d'État conformant au décret numéro 2021-925-PRN-MF du 1er novembre 2021 portant création, tutelle et contrôle des entreprises publiques. Cette société a pour mission de prendre en charge le service de production, de transport et de distribution de l'eau potable au Niger. Pour en arriver là, le gouvernement a décidé de retirer cette gestion de l'eau à la Seine, une société détenue en grande partie par la société française Veolia. Selon le ministre de l'Hydraulique, les termes du contrat n'ont pas été atteints. Faire en sorte que les problèmes qui sont réglables dans cette période-là, très rapidement, avec notre société de patrimoine et la Seine, apporte sa contribution pour régler ça. Puisqu'il n'est pas normal que nous continuions dans ces difficultés avec des petits problèmes que nous pouvons régler. Le programme du président prévoit 460 000 branchements particuliers sur 5 ans. Je rappelle qu'en tournant vers le DG et mes collaborateurs, en 20 ans, si je ne me trompe pas, on a réalisé à peine 300 000. Ainsi est née la Nigérienne de l'eau, une société d'État. Saura-t-il mieux faire que la Seine? Certainement diront les plus optimistes. La peur des autres réside dans la capacité managériale. Les récentes révélations sur la baguerie et les résultats des autres entreprises étatiques donnent des doutes à beaucoup de Nigériens. Autre aspect de cette édition, c'est 15 janvier 2023, l'ensemble des tarifs des opérateurs mobiles ont connu des changements, une hausse des prix qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile, Maman Nouri, coordinateur de ADDC Wadata. Youssouf Haïdra pour d'autres précisions.
Désormais, pour surfer sur l'Internet mobile au Niger, il faudra débourser le double du prix afin d'acquérir le volume de data habituel. Cette situation est consécutive à la hausse du prix de l'Internet au niveau de l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Selon des SMS qui ont circulé toute la semaine, les opérateurs de téléphonie mobile justifient ce changement des offres par le désir de se conformer à une décision de l'ARCEP datant d'août 2022, sans en apporter une précision. Une confusion selon l'acteur de la société civile Maman Nouri, pour qui le consommateur mérite d'être informé avant toute application d'une décision. C'est des informations brutes que nous avons reçues à travers les réseaux sociaux, des messageries des opérateurs mobiles, mais ces informations n'ont pas été détaillées. Maintenant, ces détails-là, c'est surtout ça qu'il faut. Alors, maintenant, changer la tarification sur une éventuelle évolution du prix ou une éventuelle diminution de la quantité des MO, tout ça là, à notre avis, il faut officiellement porter à la connaissance des consommateurs, les tenants et les aboutissants. C'est une décision de 2022 et qui apparaît maintenant. Est-ce que c'est 2022 là, cette décision qui, apparemment, si c'est 2022, ça n'a pas été appliqué. Quelle est la décision de 2023? En tout cas, selon les informations brutes qu'on a, c'est apparemment ça. Donc c'est pourquoi il y a de la confusion. Et c'est pourquoi il est intéressant d'abord que l'autorité elle-même en fasse une communication sur ce sujet. Cette incompréhension relève toujours, selon Maman Nouri, de la responsabilité des opérateurs de téléphonie mobile et de l'ARCEP. Il y a des détails à donner pour que techniquement qu'on apprécie de quoi il s'agit. Alors, sur ces détails-là, nous rappelons certaines dispositions des droits de la loi sur la protection des consommateurs. En matière de respect de la loi, il y a une disposition très importante, le droit à l'information. La relation relativement contractuelle qu'il y a entre les consommateurs et les usagers des services de téléphonie mobile, c'est des relations, je crois, sanctionnées à travers un cahier de charges. Et dans la question des cahiers de charges, certainement il y a cette décision sur les tarifs. Nous osons espérer que les deux parties, en particulièrement l'autorité de régulation du secteur de la communication électronique et de la poste, qui a la responsabilité de protéger les consommateurs, les opérateurs mobiles et les intérêts de l'État, a le devoir d'informer les consommateurs, parce que cette décision, c'est elle-même qui l'a prise, à travers, bien entendu, les propositions tarifaires faites par les opérateurs mobiles. En attendant une explication de l'ARCEP, le consommateur nigérien subit, en plus de la cherté des produits de première nécessité, une autre cherté, cette fois-ci, qui met à rude épreuve ses droits à une liberté d'expression. Suite de cette édition avec cette cérémonie de remise cet après-midi des attestations des faits de formation des jeunes formés dans les domaines du bâtiment et de la couture. C'est à l'initiative de la centrale syndicale, de la centrale USTN. C'était en présence de plusieurs invités. Suleiman Ousmane et Mamadou Dioré. 10 jeunes garçons et filles en fin de formation et de stage dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et couture ont reçu leurs attestations de fin de formation à travers une cérémonie grandiose organisée pour la circonstance qui a mobilisé un nombre important de participants, parents, amis et connaissances. L'USTN, centrale d'affiliation du syndicat, le SINAPROC, à travers son secrétaire général, a félicité les récipiendaires tout en les prodiguant des sages conseils. Au nom de l'USTN, qui depuis 2018 continue à accompagner le SINAPROC bâtiment, décembre 2018, où ce syndicat a eu son premier congrès constitutif
chers récipiendaires, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez des responsables. Vous serez des responsables parce que le bâtiment est un ouvrage qu'il faut mettre le sens du savoir pour le faire. Si on ne sait pas le faire et si on ne le fait pas dans les bonnes conditions, alors c'est la catastrophe. Vous le savez très bien. Vous avez appris auprès de vos maîtres de ce qu'il faut faire, le respect des normes techniques de bâtiment, le respect des normes techniques de tous les ouvrages que vous aurez à faire. Sachez que désormais la responsabilité est sur votre tête. Dans son discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du SINAPROC Bâtiment et le responsable de la formation ont remercié l'ensemble des participants ainsi que les récipiendaires pour la marque de volonté tout au long de leur formation qui a duré 4 ans. Sur toujours de cette édition, le collectif des syndicats des commerçants, les transitaires et l'association des délégués des marchés a rendu public une déclaration cet après-midi, déclaration dans laquelle le collectif dénonce l'immixtion de l'État dans les affaires commerciales et syndicales. Ainsi, l'appel des militants à la cohésion. Balima Bourma pour d'autres précisions. Ils étaient nombreux à se retrouver cet après-midi du dimanche 15 janvier 2022 pour apporter leur soutien au collectif des syndicats des commerçants, transitaires et l'association des délégués des marchés. Et pour cause, le collectif entend dénoncer les différentes interventions de l'État et de ses démembrements dans les activités commerciales et syndicales. Le collectif demande au gouvernement le respect du protocole d'accord signé. Exigeons du gouvernement de la 7e République la mise en œuvre immédiate et sans condition du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le collectif de syndicats et délégués du marché le 30 mars 2022. Exigeons du gouvernement de la 7e République la suppression pure et simple du 10% d'incivisme fiscal imposé aux importateurs et exportateurs sur la base taxable au cordon douanier. Concernant les activités syndicales, le collectif dénonce l'immixtion de la Socogem et du gouverneur de Niamey dans les activités corporatistes. Fustigeons et condamnons les partis pris du directeur général de Socogem par rapport à la compétition syndicale, alors qu'il devrait être neutre. C'est pourquoi le collectif exige du directeur général de Socogem à reconsidérer sa position. Faute de quoi, le collectif lui tiendra responsable de tout ce qui adviendra. Exigeons du gouverneur de la région de Niamey l'observation de la stricte neutralité dans les affaires syndicales. Sinon, comment comprendre et admettre que le premier magistrat de la région de Niamey puisse prendre parti par rapport aux affaires syndicales en lieu et place de se conformer aux articles 173 et 177 de l'ordonnance numéro 98-039 du 29 juin 1996. Portant Code du travail du Niger. Cette déclaration des commerçants et transitaires intervient alors que la ville de Niamey a entamé une autre opération de déguerpissement des commerçants au niveau du marché de Dolé. Un autre bras de fer qui s'annonce. Voilà, dernier aspect de cette édition, plusieurs commerçants du marché Dolé du Niamey ont été victimes de démolition de leur boutique. Une situation qu'ils ont tenu à dénoncer. Suivez plutôt. La scène s'est passée au centre du marché Dolé de Niamey. Hier, aux environs de 16h30, une centaine de boutiques en construction et d'autres en finition des commerçants du Nigeria résidant à Niamey ont fait l'objet de démolition sur instruction du député maire de la ville de Niamey, selon le délégué du site qui a par ailleurs retracé les faits tels qu'ils se sont déroulés. Ga arrêté de gouverneur ya bada izinin an ba su wuri. Ça, c'est le certificat d'autorisation que le gouverneur de la région de Niamey nous a octroyé pour le site, pour la construction des boutiques. Ensuite, celui du maire de la commune Niamey 2. Et enfin, vous voyez là, c'est le plan pour la construction de ce site que le maire nous a octroyé. Après tout cela, nous avons véritablement entamé les travaux. Et d'un coup, sans informer les gens et aucune décision, devant les propriétaires, on s'est vu démolir pratiquement toutes les boutiques avec des gros engins. Maintenant, nous ne savons pas ce qui est véritablement à la base de cette opération, mais nous attendons la réaction des hautes autorités.
'yan Niger muke da yake nationalité guda gare nationalité guda gare mu kenan in za a yi abu ai shawara. Par ce tact, le délégué en question lance son cri de cœur aux hautes autorités. Notre droit que le député maire a piétiné, nous voulons vraiment rentrer dans nos droits par tous les moyens et à travers l'intervention du président de la République. C'est tout ce que nous voulons, puisque cette opération s'est déroulée sans informer les gens. Vraiment, nous voulons rentrer dans nos droits. Sur ce site d'une superficie de 2928 mètres carrés, ce sont 486 boutiques qui sont prévues d'être construites selon le délégué de ce site. Cette opération de démolition des boutiques s'est déroulée selon toujours le délégué sans informer le gouverneur de la région de Niamey ou encore moins le maire de l'arrondissement communal Niamey 2. Voilà, je le disais en début d'édition, le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance poursuit sa série de présentations de vulgarisation des grands projets du président de la République. Aujourd'hui, vous allez suivre les importantes réalisations faites dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la Nigélec. Sachez aussi que juste après, vous pourriez suivre la rediffusion de la une des journaux. Bonne réception, au revoir. C'est un fait connu de tous. La fourniture de l'énergie électrique est un élément fondamental dans le fonctionnement de toute économie. Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, l'énergie constitue le moteur même du développement. Malheureusement, notre pays présente l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas de la sous-région. Ce taux était d'environ 10% en 2010-2011. Ce qui, bien évidemment, ne manquait pas d'affecter le dynamisme de son économie. C'est conscient de cela que le programme de la Renaissance, dès sa première mise en œuvre, lui a consacré une place de premier choix dans l'ordonnancement de ses priorités. À sa première mise en œuvre avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou en 2011, le programme de la Renaissance du Niger Acte 1 s'était fixé pour objectif l'amélioration conséquente de la qualité de la fourniture de l'énergie électrique impactée par le faible niveau des investissements, situation qui a occasionné une paralysie des capacités opérationnelles de la Nigélec à pouvoir faire face à la demande qui ne cesse d'augmenter pendant que l'offre, elle, ne cesse de stagner, voire de reculer. Résultat, les Nigériens ont assisté impuissants des années durant à des séries de délestages et autres coupures au niveau de la dite fourniture. Le premier acte posé, c'est de parer au plus précis pour aller dans le sens d'épouser cette volonté politique de remédier à cette situation difficile de la Nigélec. Il s'agit en effet de rechercher les moyens appropriés pour juguler la crise qui secouait l'efficacité de la boîte et lui insuffler le dynamisme qui lui faisait tant de faux. Une nouvelle équipe est nommée dans la foulée pour tenir compte de la nouvelle donne. Il est attendu de cette nouvelle équipe, dirigée par M. Khaled Alassane, un diagnostic sérieux des difficultés qui plombent le bon fonctionnement de la machine et la proposition des pistes de solutions durables et véritablement efficaces, voire profitables pour le Niger. L'équipe de Khaled Alassane s'est aussitôt attelée à la tâche. Depuis, des réformes consécutives au diagnostic opéré ont émergé. Il s'est agi pour la Nigélec de procéder rapidement à la stabilisation de l'approvisionnement électrique en recourant à la location d'une centrale de 20 MW puis de 10 MW respectivement en 2012 et 2013 et pouvoir contenter une clientèle plus que jamais frustrée, devenue exigeante entre-temps. Mettant à profit cet avantage, les autorités à travers cette société ont élaboré plusieurs grands projets d'électrification, tant urbaine que rurale. Des projets qui rentrent dans le cadre d'une stratégie nationale d'accès à l'électricité, SNAE, assortie d'un plan directeur d'accès à l'électrification, PDAE, avec pour objectif la réalisation d'un taux d'accès des ménages à l'électricité d'au moins 80% à l'horizon 2035.
La stratégie, très ambitieuse, se décline en 3 phases, dont la première, dite phase initiale déjà en cours, prévoit la connexion de quelques 1700 localités à travers tous les territoires d'ici 2025 pour une estimation de l'ordre de 40% en termes de taux d'accès à l'électricité. En définitive, d'ici 2035, elles seront environ 8612 localités nigériennes qui vont être électrifiées au rythme de 662 en moyenne par an au terme de 2 autres phases. Le programme sur lequel repose cette stratégie vise, in fine, la mise en place d'une couverture universelle électrique d'ici la période indiquée en faisant de l'électricité le moteur du développement du monde rural également. La société y travaille et se prépare à réaliser des branchements de l'ordre de 1 750 843 à terme. Sous l'impulsion de son directeur général, la Nigélec, pour faire face à ces défis, n'entend ménager aucun effort pour être au rendez-vous de 2035. Aussi, donne-t-elle le meilleur d'elle-même, à savoir son engagement et son savoir-faire, avec le concours de ses partenaires qui sont principalement la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'AFD, la Banque africaine de développement, la BAD, l'Union européenne, la Banque européenne de l'investissement, la BI. Plusieurs de ces grands projets sont déjà réalisés. On peut retenir le projet de 250 km de ligne, 132 kV Soraz-Zender et Maradi-Malbaza acquis ce financement d'Exim Bank Chine et celui de la centrale 100 MW de Gorubanda acquise avec le concours financier de la Banque Ouest africaine de développement, la BOAD, et de la Banque islamique de développement, la BID. La dette centrale sera renforcée d'ailleurs avec l'installation prochaine d'un 5e groupe, un 5e groupe qui est déjà sur place. D'autres grands chantiers, à savoir le projet d'extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de développement de l'accès en zone rurale, CNE 1157, le projet de développement de l'accès à l'énergie électrique du Niger, de la CEP et son financement additionnel, le projet de développement de l'électrification par l'énergie solaire NESAP, le projet d'électrification rurale, périurbaine et urbaine PEPERN, celui de la construction d'une centrale hybride solaire diesel de 25 MW à Agadez, le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Gorubanda et le projet de construction d'une ligne d'interconnexion 330 kV entre le Nigeria, Niger, Bénin, le Togo et le Burkina Faso, assorti d'un volet électrification de 432 localités le long du parcours de la dite ligne. Le projet de développement des centrales solaires et de l'amélioration de l'accès à l'électricité RANA, le projet régional d'accès à l'électricité et de la technologie de stockage d'énergie par batterie EcoRub, le projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration de l'accès à l'électricité PREDAC, le projet de l'accélération de l'accès à l'électricité Husky, entre autres. Certains de ces projets sont déjà réalisés, d'autres sont en cours d'exécution grâce à l'engagement, la volonté et la détermination des autorités du pays, ainsi qu'au soutien et à l'accompagnement des différents partenaires au développement. L'équipe en place a au même moment réfléchi sur les moyens de production supplémentaires, comme la construction des centrales solaires ou hybrides. La finalité pour la Nigélec, c'est de pouvoir favoriser un large accès à l'énergie à des coûts concurrentiels. La société prévoit de renforcer sa production avec l'installation des centrales solaires photovoltaïques à l'intérieur du pays, avec notamment à Maradi 20 MW, Dosso 10 MW et Difa 10 MW. Installation prévue dans le cadre du projet RANA évoqué un peu plus haut. Il s'agit, à travers tous ces grands projets, d'aller vers l'amélioration sensible de l'électrification du pays à travers le renforcement des centrales électriques régionales, l'accélération de l'électrification rurale au rythme de plusieurs centaines de localités par an, les extensions et la densification des réseaux électriques, etc., etc.
L'équipe en place a au même moment réfléchi sur les moyens de production supplémentaires en ayant recours au partenariat public-privé et en conduit à l'installation de la centrale électrique de Goudel de 89 MW et de celle de Zender de 22 MW. C'est dans cette optique qu'il faut aussi citer le projet à vocation régionale de construction de parcs solaires de 150 MW dont l'installation est prévue ou à Bangoula, à Niamey ou à Zabori à Dosso. Il y a également le projet Tarka de centrale éolienne 250 MW de la région de Tawa, dont l'étude de faisabilité est en cours. Pour assurer son personnel d'un centre national ultramoderne qui va s'occuper du pilotage de l'ensemble des infrastructures de production et de transport d'énergie d'une part et de l'autre d'un bureau de pilotage à Niamey du réseau de distribution. La finalité pour la Nigélec, c'est de pouvoir parvenir à une sécurité maximale en matière d'offres énergiques et garantir ainsi les conditions favorables à l'essor économique du Niger. Une perspective qui ne relève nullement d'une utopie. Khalid Alassane et son équipe ont bien démontré qu'ils en sont capables. Ces 12 dernières années ont été parmi les plus glorieuses de l'histoire de la Nigélec. Comme en témoigne son chiffre d'affaires qui a presque triplé au cours de cette période, passant d'environ 49 milliards en 2010 à environ 126 milliards de nos jours. Pour parachever l'édifice des réformes, l'équipe de la Nigélec a aussi investi dans les ressources humaines. Pour maintenir au top leur qualification, la société n'a eu de cesse de redynamiser la formation de ses agents, formation dispensée directement par le centre de formation au métier de l'électricité Boukari Kani de Niamey. Le personnel s'établit à plus de 1817 agents contre quelques 1100 agents en 2010. Un autre indicateur de performance qui montre à suffisance le degré d'implication poussée des dirigeants à garantir à la Nigélec son rôle régalien de locomotive pour l'économie nigérienne. Aujourd'hui, force est de le dire, la société est devenue plus inventive et même plus innovante grâce à son personnel qui regorge de talents, grâce également à l'introduction des compteurs à prépaiement. En effet, pour contenter sa clientèle, la Nigélec s'est engagée. Ces dernières années, plus besoin de faire la queue devant les guichets de paiement. Des choix sont offerts à la clientèle pour adapter leur consommation. Toutes ces réformes ont permis à la société nigérienne d'électricité de réduire drastiquement le nombre de délestages et d'être cité en exemple dans la sous-région. Avec la mise en œuvre de tous ces projets, la Nigélec espère atteindre l'objectif ultime des zéro délestage au Niger dans les prochaines années. Il convient de le souligner sans être excessif qu'en une décennie d'engagement résolu, l'équipe de voile de la Nigélec a réussi à tenir son pari. Avec le recul et au regard des avancées notables obtenues, on peut effectivement dire que cette équipe a prouvé sa valeur et son aptitude à accompagner le programme de la Renaissance aujourd'hui à l'acte 3 dans sa quête d'un mieux-être permanent pour la population nigérienne. En témoigne la multitude des branchements réalisés en si peu de temps au profit des exploitants des petits commerces à travers tout le pays. Des branchements qui sont tous autant de moyens pour eux de gagner dignement leur pain. On en déduit également que cette grande performance de la Nigélec est aussi à mettre à l'actif du régime de la Renaissance qui, en plus d'une décennie d'engagement dans la recherche de solutions pour étoffer les capacités opérationnelles de cette société, a démontré toute la pertinence des recettes employées. La preuve, le Niger est aujourd'hui à un taux d'accès à l'électricité de l'ordre de 20%, contre environ 10% en 2010. Une prouesse, s'il en est besoin de le rappeler, qui n'est en réalité qu'un tout petit pas
pour le socialiste Bazoum Mohamed qui ambitionne de parvenir à un accès complet et démocratique à l'électricité du plus grand nombre des populations nigériennes. La une des journaux avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Samira Ali Maïga et bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision pour ce premier numéro de l'année 2023. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? 3 à 4 sujets principaux, le rapprochement entre le moderne Lumana Africa et la majorité présidentielle, l'affaire du détournement à la Banque agricole du Niger, la Bagri, la dualité entre Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed et cette affaire d'un magistrat indélicat qui salit l'image du corps. Le modèle FA Lumana Africa aurait accepté 63 postes de conseillers attribués au Parlement. Le journal L'Éclosion écrit que l'élève Bazoum en passe de réussir là où le maître Issoufou a échoué. Tout ce qui pourrit sous l'eau finit par émerger, dit le dicton. C'est ce qui est en train d'arriver sur l'échiquier politique nigérien avec la position un peu plus confuse du modèle Lumana Africa. Le parti politique du chef de file de l'opposition écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Ce qui au début n'était qu'un profil bas est en train de se muer en soutien, voire une sorte d'alliance qui ne dit pas son nom avec le parti présidentiel, le PNDS Tareya selon Bana Ibrahim, militant du modèle Lumana Africa, à l'issue d'une réunion de son bureau politique en comité restreint qui regroupe l'ensemble des présidents des coordinations, le SG et son adjoint, le 3 janvier 2023, Lumana aurait acté la répartition des postes de conseillers offerts aux partis au sein de l'Assemblée nationale. Les sources du lanceur d'alerte et activistes indiquent que la dite réunion a statué sur 3 points. L'attribution des 63 postes de conseillers à l'Assemblée nationale aux députés du modèle Lumana Africa, leur mode d'attribution et de répartition. Pour la répartition, il a été question de donner 4 conseillers aux régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zender, 7 pour la région de Tillabéri et 6 pour la région de Niamey. Le reste est proposé pour être mis à la disposition de l'autorité morale du modèle Lumana Africa, c'est-à-dire Hama Amadou, lui-même avec 4, le président du parti, chef de file de l'opposition Tahirou Seydou, dit Parc 20, 4 postes de conseiller, le secrétaire général Malam Mamansani, 1 poste, et au parti allié, 5 postes. À l'organisation des jeunes Lumana, à l'organisation des femmes Lumana, aux artistes, aux vigiles, à la diaspora, etc. Cependant, les sources crédibles affirment que la large majorité du bureau politique national n'était pas d'accord que le modèle Lumana Africa accepte ces postes de conseillers. Et face à ce rejet, la commission politique du parti a été saisie du dossier, apprend-on, mais c'est là que le partage aurait été entériné selon certaines indiscrétions. De toute évidence, selon le journal L'Éclosion, Mohamed Bazoum a réussi à endormir son plus redoutable adversaire, le moderne FA Lumana Africa, pendant 2 années déjà, 1 an de plus, et ce sera déjà la pré-campagne électorale des élections de 2026. Et le parti de Hama Amadou aurait perdu 3 bonnes années dans un sommeil qui risquerait de le transformer en un coma éternel. D'ores et déjà, l'unité et la confiance qui ont permis au cheval ailé de conserver ses ailes est en train de disparaître, puisqu'aujourd'hui, soupçonné, voire accusé, certains cadres et non des moindres d'être à la solde du PNDS Tareya. Tout porte à croire que cette fois-ci, la division tant évitée sera inévitable et explosive. Procédure d'héritage à plus de 42 millions détournés par un juge, c'est la une du quotidien L'Enquêteur de cette semaine.
Oui, Samira Ali Maïga, c'est la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALCIA, qui vient de débusquer un magistrat dont les actes écornent gravement l'image d'irréprochabilité dont a besoin le corps de la magistrature nigérienne. Le magistrat en question est un juge au tribunal de grande instance hors classe de Tawa. Il a spolié plusieurs justifiables dans différentes localités où il a eu à exercer, à commencer par la région de Maradi, où il a spolié une veuve de la somme de 28 900 000 francs CFA. Cette dernière lui a confié la somme qui représente le produit de la vente de la maison et du véhicule laissé par son défunt époux. À Tawa, les enquêteurs de la ALCIA ont découvert que 4 autres familles ont été victimes du même juge. Très coopératif, le magistrat indélicat a reconnu avoir reçu également les sommes de 7 millions de francs CFA appartenant à l'héritage de Mariama Kallé, une somme comprise entre 4 et 5 millions de francs CFA appartenant à la famille Souley Labo et une somme de 2 800 000 francs CFA pour une autre famille dont il ne se rappelle plus le nom. Au total, plus de 42 millions de francs CFA ont été détournés par ce magistrat dans le cadre des procédures d'héritage. Les enquêteurs ont également mis en évidence le détournement par le même magistrat, cette fois-ci au niveau du greffe du tribunal d'instance de Tessawa, où il a servi des fonds provenant de différents dépôts des justiciables, puisque ces fonds n'ont jamais été versés au Trésor national. Comme quoi, les mauvaises habitudes ont la vie dure. D'après les sources du quotidien L'Enquêteur, le magistrat a reconnu tous les faits de détournement et de recel qui lui sont reprochés. Le dossier clôturé a été transmis aux autorités compétentes. Le journal Le Canard en furie de cette semaine voit dans l'affaire de détournement de 5 milliards de francs CFA à la Bagri une preuve supplémentaire de la malgouvernance des Renaissants. Le détournement massif présumé d'une somme d'environ 5 milliards de francs CFA à la Banque agricole du Niger, Bagri, débusqué par le Centif, défraie actuellement la chronique, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine, une affaire dans laquelle des responsables de l'institution bancaire, dont le directeur général et le comptable, ainsi que des agents subalternes sont présentement dans le collimateur de la justice. L'enquête préliminaire étant bouclée, les personnes interpellées ont déjà comparu devant le procureur de la République qui a décerné un mandat de dépôt à leur encontre après les avoir entendues et déterminer les infractions pour lesquelles elles sont poursuivies. Selon une source proche de la justice, une information judiciaire a été ouverte et les personnes arrêtées ont été dispatchées entre les prisons de Kolo et de Saï pour la suite de la procédure. Le cadre qui a accédé à la direction générale de la Bagri est un fils du ténor du PNDS Tareya qui occupait déjà le poste de directeur général adjoint de l'institution jusqu'à ce clash. C'est tout dire, ils sont nombreux, pour ne pas dire tous les dinosaures du Parti Rose à placer souvent sans aucun mérite avéré leurs enfants à des postes de responsabilité dans des sociétés offices étatiques ainsi que des institutions de la République en vue de les mettre à l'abri du besoin pendant que ceux des pauvres sont obligés de se contenter du contrat pour survivre au quotidien. Un aspect de la gestion patrimoniale de l'État pour laquelle le PNDS Tareya a opté depuis son accession au pouvoir en 2011 au mépris d'un minimum de respect vis-à-vis des règles et principes de la bonne gouvernance, conclut le journal Le Canard en furie. Acte 3 de la Renaissance, Issoufou Mahamadou est l'alpha et l'oméga du système, croit savoir le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. De tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Niger depuis 1960, Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, est le seul à réussir la prouesse de tétaniser les Nigériens et à se poser tranquillement des actes qui dépassent l'entendement humain sans que personne ne bronche. Pour tout dire, c'est le seul président qui a instauré une gestion patrimoniale sans commune mesure de l'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Lequel type de gestion se poursuit encore avec son successeur Mohamed Bazoum? Les preuves sont là, palpables pour l'attester. Le premier aspect que l'on peut souligner à ce propos, c'est le fait qu'il soit encore présent aux côtés du président Bazoum pour continuer à imprimer sa marque à la gestion des affaires publiques, alors que logiquement, il devrait se mettre en retrait pour permettre au nouveau président de dérouler sa vision et son style de gouvernance. Non,
Il est resté là à quelques encablures du palais présidentiel, logé dans des villas du Conseil de l'Entente et sécurisé par un dispositif de la garde présidentielle. Pour un ancien président de la République qui bénéficie d'un tel privilège, il n'est guère surprenant qu'il influence les décisions de son camarade par rapport aux nominations dans le gouvernement et aux hautes fonctions de l'administration et de ses démembrements. Cette gestion patrimoniale de l'État est bien entendu à l'origine de la flambée de la corruption, doublée d'impunité qui a pris durablement racine dans notre pays ces dernières années, au nom de la camaraderie politique des marchés de gré à gré fictifs, surfacturés, etc. sont octroyés. C'est nous qui t'avons permis d'être là où tu es. Tu ne peux pas nous ôter le pain de la bouche. Nous ne te laisserons pas faire. Telle est la ligne de conduite imposée au président Bazoum et les Nigériens vont devoir continuer à subir les affres de cette gouvernance chaotique du pays tant qu'ils resteront les bras croisés à observer faire le renaissance à leur guise. L'opposition politique a cessé toute forme de contestation des errements du pouvoir depuis des lustres. La société civile indépendante qui donnait de temps en temps de la voix auparavant a elle aussi baissé culotte. Seuls quelques rares médias privés tentent aujourd'hui de se battre encore pour l'instauration d'une bonne gouvernance démocratique dans notre pays, conclut le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Avant de nous quitter, Sharifatou Parezo, découvrons ensemble les unes du journal Niger Inter Hebdo numéro 96 du 10 janvier 2023, le journal qui a accordé une interview exclusive au secrétaire général du PNDS Tareya, et la une du journal L'Actualité numéro 689 du 9 janvier 2023 qui a titré « Fin de trêve, le Front social va-t-il se rallumer ?» Moustapha Zangoma, merci. Merci également à vous, Samira Alimega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.